Allez, ben on va démarrer. Et puis, donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 28e atelier virtuel. Quand on en reparle avec David, on est toujours surpris du nombre d'ateliers réalisés depuis le démarrage. On n'aurait jamais pensé, quand on a lancé ça, qu'on serait bientôt au 30e atelier, et ça continue. Et vous êtes toujours aussi nombreux à vous inscrire aujourd'hui. Vous êtes plus de 800, presque 860 à être inscrits. Donc, on va essayer de continuer à vous fournir une information de qualité et pouvoir répondre aux nombreuses questions que les uns et les autres peuvent avoir. Alors, ces ateliers sont bien sûr rendus possibles de par la position centrale de Gers Data au sein de Cegedim Pharma. Au sein de Cegedim Pharma, on est véritablement dans un écosystème santé avec toutes nos activités, bien sûr, Claude Bernard pour tout ce qui est référentiel, le Gers qui traite toutes ces données qui permettent beaucoup mieux comprendre les marchés, et puis ensuite toutes les autres divisions de Cegedim Pharma, avec Sai Pharma, avec Pharma ML, Maya, Smart 360 pour toute la partie logiciel de Futura Media, C-Media également. Donc, grâce à tout cela, nous avons une data pertinente et qui permet de beaucoup mieux comprendre tous les marchés. Alors, tout cela fait que le GIE Gers et Gers Data ont une position forte auprès des autorités de santé. Récemment, c'est l'HAS qui a également reconnu la data Gers comme étant une donnée de référence, et maintenant nous interroge également dans ces différentes demandes. Grâce à partir de nos données hospitalières, bien sûr les données de prescription, la Bastine, et puis également les données d'achat et de distribution des officines que vous connaissez parfaitement, qui vont du sell-in en passant par le SOG-Now, SOG-Early, Sell-Out, et bien sûr Gers Rupture. Donc voilà, donc on va démarrer. David, dis-nous ce qui s'est passé, surtout depuis le dernier atelier, ce que tu as pu constater. Et je te remercie du coup, ce qu'on a constaté avec l'équipe, et pour rentrer, ce qu'on avait abordé déjà dès le début de l'année, c'est la baisse de l'accès aux soins et les changements un peu de paradigme entre le pharmacie et les médecins. Et c'est vrai que quand on regarde la médecine ou la médecine générale ou même les spécialités, et sans fait exprès, mais repris dans l'IB ce matin sur le renoncement aux soins, on voit qu'en fonction de si on se compare à 2022 ou à 2019, donc en 2019, c'est entre parenthèses, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des spécialités qui sont en baisse. Médecin généraliste, sur ce début d'année, on est flat, avec surtout un début d'année qui était plutôt bien. Et on voit que probablement, en regard avec l'article que j'évoquais tout à l'heure, mais vous voyez la courbe orange sur avril-mai et en dessous, donc plein de phénomènes, désert médical, bien sûr, inflation, pouvoir d'achat. On sait que c'est souvent corrélé au renoncement de l'accès aux soins. On l'a également chez les cardiologues, moins 9 par rapport à l'année dernière, et surtout moins 19 de consultations qui donnent lieu à une prescription par rapport à 2019. Pareil sur le côté pour les gynécologues. Et on a surtout les psychiatres et pédiatres qui sont en hausse par rapport à l'année dernière et qui restent stables gastro. Donc on voit, c'est surtout médecine générale en fort recul, qui montre et qui oriente quand même la pharmacie comme animateur territorial de santé. Et on verra effectivement au fil du temps si ce rôle à la fois de prévention, mais aussi d'alerte ou de guidage du patient vers la médecine générale portera ses fruits par rapport à l'organisation de l'ensemble des professionnels de santé. Alors là, c'est vrai qu'on continue à laisser toutes les courbes parce qu'en fonction des uns et des autres, vous voulez vous comparer. Là, l'enjeu, c'est de regarder effectivement l'évolution de la prescription, l'évolution de la prescription de ville, hospitalière et le conseil au sens large du terme sur ces dernières semaines. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un réseau officinal hors TVA 0. Et ayez bien en tête ces chiffres, puisque je vais
les torturer là, sur la slide d'après. Prescription de ville, on est tout juste positif par rapport à l'année dernière. Alors, le pic que vous voyez en semaine 21, c'est l'Ascension, qui avait cette année une semaine d'avance par rapport à l'année dernière, qui fait du coup un effet important. Prescription hospitalière, plus 10, toujours la délivrance de médicaments chers qui est très dynamique. Et le conseil au sens large qui redevient flat en chiffre d'affaires compte tenu de l'inflation. Donc, ce qui montre un ralentissement, malgré tout, en volume, en passage en caisse. Et surtout, si on regarde notamment la partie conseil, si je retire les produits Covid. Alors, quand je retire produits Covid, c'est notamment gel hydroalcoolique, les masques qui impactent la partie conseil. Ce n'est pas de se dire, dans l'analyse, je retire ce que je n'ai pas envie pour être content de ce que j'analyse. C'est tout simplement aussi prendre conscience que sur cette partie-là, le réseau ne vendra probablement jamais autant de gel hydro et de masques que ce qu'il a vendu l'année passée. Et c'est pour ça qu'on rentre dans ces analyses catégorielles qui se doivent d'être de plus en plus fins pour être sûr de ce qu'on analyse et quels sont les leviers pour la croissance de demain et les évolutions. Alors, on voulait vous faire une partie sur la vaccination et notamment son évolution et notamment sur la vaccination grippe, de regarder donc sur les 11,6 millions de doses administrées sur cette saison-là, la moitié a été administrée par le réseau officinal et l'idée, c'était de comparer aussi le haut de dose en termes de vaccins contre la grippe par rapport aux autres vaccins et l'implantation par tranche d'âge. Donc, on voit qu'effectivement, le haut de dose est plutôt sur des profils plus de 75 ans. C'est 2/3 de sa délivrance et 1/3 entre 65 et 74 ans. Et pour autant, sur les autres vaccins, on a une répartition 40% sur les plus de 75 ans, 1/3 entre 65 et 74 et moins pour les moins de 65 ans, puisque effectivement, on a 21%. Donc, on voit l'implantation des hautes doses, même si aujourd'hui, effectivement, elle reste sous-implantée dans son utilisation sur la population. Et quand on regarde les évolutions en fonction des départements, histoire de s'amuser à faire un petit peu de la cartographie, ça permet de voir en un trait, en un coup d'œil, l'impact du vaccin grippe haute dose en fonction des départements. Donc, plutôt effectivement sous-implanté dans le sud-est. Donc, ça me permet de réviser les régions et plus proche de Patrick en Normandie. Du coup, on est plutôt sur une utilisation plus forte des vaccins haute dose et on voit entre 65 et 74 ans une faible implantation quasiment partout en France. Quand on regarde les vaccins de rappel, donc mission ouverte et élargie là, depuis quelques mois, très vite appropriée par le réseau officinal. 3/4, un peu plus, 78% des pharmaciens ont fait au moins un vaccin de rappel. Donc, on voit dans l'appropriation des services comme quoi c'est intégré dans le quotidien de la pharmacie. C'est toujours, moi je m'en amuse avec mon mauvais humour, mais on avait vraiment un service qui était intellectuellement intéressant et que la pharmacie réfléchissait à s'intégrer dans son quotidien. On voit sur les vaccins de rappel, la question, elle ne se pose quasiment pas. 80% des pharmacies ont fait au moins un vaccin de rappel depuis le début de l'année. Alors, en moyenne, c'est 4 par mois. Pour les plus mobilisés, donc le premier décile, on est à 9 par mois. Et la moitié, justement, des pharmaciens réalisent 90% de cette vaccination. Donc, on est sur une continuité de ce service dans la pharmacie, donc en relais de la grippe sur le reste de l'année. Autre entretien qui peine, c'est l'entretien femme enceinte. Alors, c'est mieux que ce qu'on observait il y a 2 mois, puisqu'au premier trimestre, on était à peine à 6-7% des pharmacies qui faisaient l'entretien. Alors, je vais le dire, si on prend 6, on est quasiment au double à fin mai. Ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les pharmaciens sur l'entretien femme enceinte, il y a vraiment des raisonnements qui sont complémentaires. Le premier, c'est toujours de dire, mais au final, ça, je le faisais déjà avant et je n'étais pas rémunéré. Bon, bah, du coup, bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est rémunéré. Et l'autre raison, c'est comment je fais pour l'intégrer, pour demander la carte vitale, pour casser cette barrière de l'accompagnement du patient. Là aussi, 2% des pharmacies font 50% de ces entretiens, 7% font 90%. Et en moyenne, on est aujourd'hui encore un petit peu en dessous de 1 par mois
Et pour les plus mobilisés, c'est 2 par mois, donc pour le premier décile. Donc là aussi, c'est comment j'intègre au comptoir, comment je forme l'équipe, comment je théâtralise ces entretiens femmes enceintes, notamment pour mieux prendre en charge mon patient, ma patiente et du coup son bébé à venir. Patrick, sur le remboursable, qu'est-ce que tu peux nous en raconter? Essaye en remettant le micro, Patrick. Faux départ, recommence. Merci beaucoup. Oui. Je vois que tu es très attentif à ce que je dis. Donc, oui, le remboursable connaît depuis le début de l'année un très fort démarrage. Hein, les premiers mois, janvier, février, mars, ont vraiment été assez forts. Alors, on a eu un ralentissement qu'on a observé un tout petit peu en avril et en mai, mais globalement, depuis le début de l'année, on est à plus 7,5% de croissance, plus de 8% de croissance en cumul mobile. Or, ce ralentissement sur avril-mai est lié d'abord au ralentissement de certaines classes telles que celles pour les médicaments indiqués dans le traitement de la mucoviscidose. Il y a également, autre raison, moins de produits commercialisés, nouveaux produits, ou moins également de sorties de réserves hospitalières avec un CA significatif. Il y en a eu quelques-unes, mais dont les CA étaient relativement faibles. Également, il y a eu un impact des molécules génériquées en 2022 et en 2023 qui ont un impact que l'on retrouve encore sur ce début d'année. Et enfin, dernière raison, un nombre de jours ouvrés en baisse, notamment en avril où il y a eu 1 jour en moins et en mai 2 jours en moins. Donc, cela pèse de façon quand même assez importante dans le marché. Alors, les classes qui contribuent à la croissance et à la décroissance, hein, on retrouve les classes traditionnelles pour la croissance. Vous voyez qu'elles pèsent pour 389 millions d'euros, les 5 premières, alors qu'en décroissance, c'est moins 82 millions, donc cet effet positif. Les inhibiteurs de l'interleukine avec du Pixent, c'est surtout des extensions d'indication, qui est la première classe en croissance. Les autres, la N07X et les autres produits du système nerveux central avec Vyndaqel, Evrysdi de Pfizer avec Pfizer et Roche, c'est des sorties de réserve hospitalière. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, Tagrisso d'AstraZeneca, c'est également une sortie de réserve hospitalière. Les antidiabétiques inhibiteurs du SGLT2, là, c'est une nouvelle classe d'antibiotiques commercialisée depuis moins de 3 ans, donc qui sont encore en croissance. Et enfin, les vaccins bactériens, la J07D, avec Bexsero, c'est la vaccination contre les infections à méningocoque B, qui sont désormais recommandées chez tous les nourrissons à partir de 2 mois. Donc ça, c'est pour les classes en croissance. Les classes en décroissance, vous avez les antidiabétiques inhibiteurs du DPP4, pardon, Januvia et Eucréase, qui ont perdu leur brevet, comme les produits de la sclérose en plaques, Gilenya et Tecfidera, perte de brevet. Rabéprazole anti-ulcéreux, là, ce sont des baisses de prix. Les analgésiques non narcotiques antipyrétiques, donc paracétamol, codéiné, Doliprane également, là, on est sur des baisses de volume. Et enfin, pour les hormones hypothalamiques, la somatuline, là, c'est une perte de brevet. Alors ensuite, quand on regarde le top 10 des laboratoires de janvier à mai, on voit qu'il y a 2 laboratoires qui tirent vraiment cette croissance vers le haut, c'est AstraZeneca et BMS. Ensuite, on a un groupe de laboratoires dans ces 10 premiers qui sont au-dessus de la croissance du marché, qui est à 7,5%. Et là, on retrouve Pfizer, Biogarant, Viatris, Bayer, Sanofi, Vertex. Et puis enfin, on a dans ce top 10 2 labos qui sont en décroissance. Bon, Novartis, qui est
un tout petit peu en dessous de 0%, légèrement négatif, et Janssen qui est en régression sur ces premiers mois de l'année. Quand on regarde maintenant le top 10 des produits justement de janvier à mai, ben on voit qu'il y a un produit qui est toujours en très très forte croissance, ben c'est Eliquis qui continue cette croissance, qui est aujourd'hui à un CA 2023 sur les 5 premiers mois de 273 millions d'euros. On voit que globalement tous les produits dans le top 10 sont en croissance, à l'exception de Lucentis, mais il faut savoir que Lucentis a été génériqué en avril, et puis Doliprane, où il y a peut-être un petit effet pathologique et on va dire allez, quasiment stable, moins 1 million par rapport à la même période de 2022. En ce qui concerne tous les autres produits, ils sont en croissance, voire en très forte croissance, comme Vyndaqel de chez Pfizer, ou également de chez Vertex, Kaftrio, ou Stellara de chez Janssen. Donc voilà pour le top 10 des produits. Alors maintenant, on va un peu s'attacher à ce qui s'est passé sur le marché des génériques et sur celui des biosimilaires, et en particulier sur le marché des génériques et notamment sur le taux de pénétration des génériques. On voit que ce taux de pénétration a affiché une baisse importante au mois d'avril, puisqu'il est passé de 84,7% en mars à 82,9% au mois d'avril. Donc, une baisse de 1,8 points, ce qui est une baisse quand même très importante sur ce marché des génériques. Et cette baisse est liée surtout à la tombée dans le domaine public de 2 nouvelles molécules. Il y avait l'association sitagliptine, metformine, donc Janumet et Velmessia, et puis également le cholécalciférol, Zimad. Donc les deux sont tombés dans le domaine public. Donc ce qui explique sont des produits à fort volume. Donc le fait de tomber dans le domaine public a diminué bien entendu le poids des génériques. Ceux-ci vont prendre bien sûr du poids dans les prochains mois, mais pour l'instant, cela tire le taux de pénétration vers le bas en raison du poids des génériques de ces molécules par rapport au princeps. Donc voilà pour le taux de pénétration des génériques. Quand on regarde par molécule, on voit bien sûr des différences extrêmement importantes. On a les taux de pénétration importants pour des molécules comme abiraterone, comme deferasirox, fingolimod, l'enréotide également, sitagliptine, et puis d'autres produits qui ont beaucoup plus de mal. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, l'association sitagliptine-metformine, qui vient juste d'être génériquée, mais dont on voit quand même que le taux, au bout d'un mois, est déjà à 42%, donc ce qui laisse sous-entendre que dans les prochains mois, on retrouvera notre taux de pénétration au-delà des 84,5%, compte tenu de ce démarrage extrêmement rapide. Après, il y a 2 molécules qui sont un peu plus basses, comme l'acosamide ou le diméthyl, c'était Tecfidera qui semble avoir un petit plateau. Quand on regarde maintenant les biosimilaires, en ce qui concerne les biosimilaires, on a eu une augmentation du taux de pénétration des biosimilaires au mois de mai qui est liée en fait à une forte augmentation des biosimilaires, plus 5,3%, alors que les bioréférents, eux, restaient stables. Ils étaient à moins 0,04%. Enoxaparine est la première molécule qui contribue à cette hausse en raison de son de son haut niveau. On note également l'arrivée du premier biosimilaire de Lucentis en mars, mais pour l'instant avec peu de ventes observées. Et puis,
ce qu'il faut que l'on ait en tête, c'est ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Il y a une discussion en cours, bien sûr, au niveau du ministère de la Santé pour élargir la liste des molécules substituables par le pharmacien. Vous savez qu'actuellement, il y a 2 molécules qui sont substituables, le filgrastim et le pegfilgrastim, mais vraisemblablement, cette liste devrait être élargie concernant la possibilité de substitution par comment dire, par le pharmacien. Alors là, vous avez les taux de pénétration par molécule, hein, on vous les avait déjà présentés. On voit que ces taux sont très variables d'une molécule à une autre. On a certaines molécules comme l'époïétine, l'étarnésept, le felgristatim, qui sont à des niveaux très, très élevés. Puis, on a des molécules qui, elles, des bioréférents qui restent très forts. C'était le cas de l'insuline aspartate. C'est le cas, bon, alors, on est au démarrage du ranizumab, donc Lucentis, dont le taux est très faible, le taux des biosimilaires, mais il va falloir suivre avec attention ce qu'il passe sur cette molécule dans les prochaines semaines. Alors, au niveau des tensions et des ruptures, alors on voit qu'au niveau des tensions et des ruptures, malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Ce qu'on constate depuis le début de l'année continue. Bon, on a une légère baisse sur les 2 dernières semaines, mais globalement, le nombre de médicaments remboursables en rupture ou en tension ne cesse d'augmenter. L'actualité va également nous rattraper, puisque je crois que c'est demain que le président de la République va annoncer la liste des 200 spécialités essentielles, donc pour lesquelles des mesures fortes seront annoncées. Alors vraisemblablement des mesures autour des stocks chez les fabricants, mais après, il peut y avoir d'autres mesures qui seront annoncées, bien sûr, peut-être sur des plans de relocalisation en France, mais là, on est sur des mesures à moyen terme. Et donc, mais bon, on ne va pas anticiper de ce qui va être dit par le président de la République suite au groupe de travail qui avait été mis en place il y a maintenant presque 3 mois. Donc voilà la situation en ce qui concerne les ruptures. Un zoom sur les variations de prix. Vous êtes habitué maintenant à ce suivi. Donc sur les variations de prix, ce que l'on peut noter, c'est que à fin avril, on est sur, sur une projection sur la ville aux alentours de moins 509 millions. Il y a déjà eu il y a plus de 100 millions qui ont été déjà enregistrés, puis les prévisions, vous connaissez maintenant le principe, donc il y a plus de 350 millions sur le prévisionnel. Pour l'hôpital, on est sur un réalisé qui est déjà à près de 50% et un peu plus même de 50% par rapport au prévisionnel. Donc, on pense en économie et sécurité sociale arriver à moins 238 millions au total, ce qui ferait un total ville plus hôpital de baisse de prix de moins 747 millions en prix brut. Donc après qu'il faudra bien sûr transformer en prix net. On peut penser qu'en prix net, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire ces 100 annonces éventuelles de nouvelles baisses de prix, on serait en rendement net aux alentours de 620 millions par rapport aujourd'hui à un objectif de 800 millions de baisse de prix en prix net. Alors, dans ces baisses de prix, il y a
Une classe qui est bien sûr fortement touchée, qui est la S01P, qui est en raison des baisses de prix successives qu'il y a eu sur Lucentis. Lucentis a eu une première baisse de prix en février 2023 et une deuxième en mai 2023 qui était liée à l'arrivée du premier biosimilaire de Lucentis, Ranivisio, en mars. Il y a également les génériques de Revlimid qui ont connu 2 décotes successives de PFHT. Il y a eu moins 40% en avril 2022, donc qui ont un impact sur ce début d'année. Eux aussi avec moins 40% sur le Princeps. Puis ensuite, il y a eu encore 50% de baisse en février 2023. Donc, ces baisses sur le Revlimid font que cette classe est la première classe première classe contributrice aux économies pour les baisses de prix à l'hôpital, très loin devant les autres. En ce qui concerne l'impact des baisses de prix 2023 par tranche de prix initial, donc c'est une analyse que l'on a voulu mener. Donc, il y a les 5 tranches de prix, donc les produits de moins de 1,92 €, les produits entre 1,92 € et 22,90 €, entre 22,90 € et 150 €, entre 150 € et 1930 € et au-delà de 1930 €. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des baisses de prix, on voit que si l'on regarde sur le nombre de spécialités touchées, la plus forte, la grande majorité concerne des spécialités dont le prix est inférieur à 22,90 €. On est à plus de 60% en nombre de spécialités. En revanche, quand on regarde l'impact que cela peut avoir sur les baisses de prix, on voit que ce sont les baisses de prix sur les produits au-delà de 22,90 € qui contribuent le plus largement, puisqu'on est à plus de 85% d'impact sur ces baisses de prix. Donc, vous voyez un très fort décalage entre l'impact sur le nombre de produits qui sont impactés par des baisses de prix et puis l'impact en économie elle-même. Slide suivante. Donc, en ce qui concerne les médicaments onéreux, là, on voit, ça fait maintenant plusieurs ateliers qu'on vous présente cette analyse. Donc, vous voyez qu'entre 2017 et 2022, on a sur le nombre de présentations, un nombre de présentations qui a été multiplié par 3 pour les produits dont le PFHT est supérieur à 1930 €. Donc, 1930 €. Pourquoi 1930 €? On vous l'a déjà expliqué, c'est la marge maximum. Au-delà de cela, les pharmaciens ont une marge qui est capée. Donc, le nombre de présentations a été multiplié par 3, alors que le CA de ces produits, lui, il a été multiplié par 4,2. Depuis le début de l'année, le CA de ces mêmes produits a eu une augmentation de 21%, donc une augmentation extrêmement forte sur ces produits onéreux. Et s'il ne représente que 0,08% en volume, il représente aujourd'hui 24% du CA total de l'officine. Et quand on regarde une autre analyse, c'est le prix moyen de ces produits onéreux par boîte. Vous voyez qu'entre 2017, le prix moyen il a augmenté de 18% sur la période. Il est passé de 3 226 € à 3 814. Et depuis le début de l'année, entre janvier et avril, il est passé en 2022, il était à 3 770, il est passé à 3 977. Donc, une augmentation de 5%. Ce qui veut dire que nous allons très, très vite passer la barre des 4 000 € pour le prix moyen par boîte pour les produits onéreux et que cette croissance de l'évolution du prix des produits onéreux va continuer sur l'année 2023.
Alors, quand on regarde maintenant la tranche des produits qui sont supérieurs à 468,97 €, là, c'est le seuil au-delà duquel la marge des grossistes répartiteurs est capée. Donc, même exercice. En nombre de présentations entre 2017 et 2022, x2 pour le nombre de présentations, 2,2, et x2 pour le chiffre d'affaires. En revanche, depuis le début de l'année, comme pour les produits précédemment analysés, on a une très, très forte augmentation sur les premiers mois de l'année, hein, sur les 4 premiers mois de l'année, où cette tranche de médicaments a eu une croissance de plus 9%. Et ces produits représentent 0,4% des volumes vendus à l'officine et ils représentent cette fois-ci 41% du CA hors taxe de l'officine. Donc voilà pour cette analyse sur les produits onéreux. David, je te laisse la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le Conseil santé et on t'écoute. Ouais, je te remercie. Petit point sur l'automédication, donc médicaments de prescription médicale facultative sur le conseil du pharmacien. Donc, comme vous pouvez le voir, ça avait bien commencé l'année. Et ensuite, sur mars-avril, il y avait eu un arrêt, sachant que, pour rappel, quand même, avril dernier, on avait le pic de la grippe. Pour autant, un marché en dynamique depuis le début de l'année à +3, un mois de mai légèrement positif à plus 4. Et surtout, vous le voyez, des laboratoires qui sont dans des dynamiques un peu différentes. Donc, toujours la même lecture, part de marché en abscisse et croissance en ordonnée. Quand la boule est pleine, c'est contributeur à la croissance, et quand elle est vide, c'est contributeur à la décroissance. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick, l'effet paracétamol de ce début d'année fragilise bien sûr Sanofi et UPSA, même si effectivement on a aussi le sujet des non-disponibilités, sirop, enfin, sur beaucoup de médicaments, non-disponibilité sur ce début d'année. On voit la bonne dynamique aussi des génériqueurs et des laboratoires historiques, aussi bien Johnson & Johnson, Boiron, Reckitt et la Cooper, qui sont plus dynamiques que le marché. Et on voit effectivement l'ensemble de ces acteurs qui pénètrent sur la partie médicaments. Alors, quand on regarde le top 10 des contributeurs à la croissance, on voit légèrement plus favorable que le top 10 des contributeurs à la décroissance. Oh, excusez-moi. Et on a aussi bien tout ce qui touche à la convivialité, donc mal de gorge, le rhume, la diarrhée, donc tout le partage des microbes, ce qui rassure aussi sur le fait qu'on n'est pas dans une société qui a été transformée par la pandémie, puisque on voit bien, je vois à titre d'exemple, mais je ne sais pas vous, mais sur le gel hydroalcoolique, avant, quand on rentrait dans mon bureau, on l'utilisait systématiquement. Là, je vois dans les réunions, c'est plutôt quand on s'ennuie qu'on commence à utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, c'est un bon indicateur du fait que la réunion doit se terminer. C'est quand les mains se baladent sur le gel hydroalcoolique. Mais vous pouvez voir aussi, notamment sur l'hygiène bucco-dentaire, prévention des caries, donc contributeur à la décroissance. Et dans les décroissances, deux principaux, douleur et fièvre, on l'a évoqué tout à l'heure, paracétamol principalement, et tonus vitalité, surtout, justement, on le verra sur la partie conseil, qui est orientée plutôt sur le hors médicament que le médicament, à travers justement ce qu'on appelle les marques ombrelles. Alors, le top 10 le top 5 des contributeurs à la croissance, on a Boiron, toujours premier depuis le début de l'année, avec Reckitt et Johnson & Johnson. EG, notamment poussé par le retour de Synthol. Et donc, c'est un clin d'œil aussi pour ceux qui étaient sur GSK précédemment. Et Urgo qui finit ce top 5. Et après, vous voyez effectivement dans le top 10 deux génériqueurs et le retour de Ulaps, donc sur l'hygiène bucco-dentaire qui arrive en trombe. Alors, quand on l'élargit, quel que soit le statut, donc en intégrant tout ce qui touche à la santé familiale et à la nutrition, une dynamique à +3 sur ces dernières semaines, avec un effet, bien sûr, de l'ascension qui ne tombe pas au même endroit et même semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une évolution sur plus de semaines pour éviter le pic, mais +6, on le verra tout à l'heure quand on le corrige de l'inflation, ce qui reste, mais un marché qui est beaucoup moins dynamique que ce qu'on a connu l'année précédente.
avec des acteurs sur cette santé familiale qui sont variables. On a dans le top 20 l'arrivée d'AVA qui rentre dans ce top 20. On a Pilège qui est fortement dynamique aussi. Et quand on regarde effectivement le top des contributeurs à la croissance, depuis ce début d'année, mine de rien, sur le top 5, si vous prenez les 4 premiers, on va avoir des compléments alimentaires. Donc, ce qui montre l'effet tout à l'heure qu'on évoquait, médicaments, l'effet rupture sur le médicament. Et donc, le top 3, c'est Pilège, Aboca et Nashco, contributeurs à la croissance sur ce début d'année, AVA en 5 et Aguetan avec le retour de Versol sur le marché. Donc, c'est vrai qu'on était habitué en général à voir sur le top 5 des contributeurs à la croissance d'avoir un mix de laboratoires qui avaient du médicament et des compléments alimentaires. Et mine de rien, on voit sur ce début d'année, on est plutôt sur statut complément alimentaire, voire dispositifs médicaux, mais peu médicaments, puisque les 2 premiers à avoir du médicament, c'est Reckitt et UPSA, suivi de EG et la Cooper. Et donc là, quand vous regardez le top 5 des contributeurs à la croissance, sommeil, équilibre digestif, la nutrition et douleurs articulaires. Et surtout, quand vous regardez top 5 des contributeurs à la décroissance, on paye, entre guillemets, le retard du beau temps. Il est arrivé il y a quelques temps. J'étais dans le Nord il n'y a pas longtemps et il commençait à faire beau, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Je sais qu'il y en a qui nous suivent de Toulouse où il fait souvent toujours beau. On a coupé le chauffage il y a bien longtemps, mais aussi moins de moustiques cette année pour l'instant. Donc, premier contributeur à la décroissance, le moustique avec des piqûres, l'allergie aussi en recul, et puis toujours ma minceur qui recule année après année dans le top 5. Une inflation c'est vrai qu'il s'installe durablement. Alors, une croissance moins forte entre mai et avril, mais vous pouvez constater malgré tout qu'on a quasiment 2 points d'inflation par rapport à l'année dernière, ce qu'on avait rarement sur cette santé familiale au sens large du terme qui est présente. Donc, ce qui va être intéressant, c'est l'évolution de la marge, l'évolution de la structure des produits. Et on va regarder, on sera vigilant de plus en plus aussi sur le conditionnement. On commence à voir apparaître sur certaines catégories de produits, des comprimés en moins ou des gélules en moins. Focus plutôt sur le complément alimentaire, fort contributeur à la croissance de cette santé conseil. Là, une inflation plus forte, 3,5 par rapport à l'année dernière et qui continue à être dynamique sur mois après mois, entre avril et mai. Donc, on va voir effectivement comment elle se répercute là, sur les mois à venir, sachant qu'on a moins l'effet stock des achats de 2022 et une forte pression sur la marge de la pharmacie et sachant qu'on n'a plus de produits Covid. Donc, ça va être excessivement intéressant, même si, comme l'a montré Patrick tout à l'heure, le travail sur le générique permettrait effectivement de cranter rapidement sur l'impact sur la marge. Sur cette slide-là, on voulait partager avec vous l'impact de la TVA en fonction des statuts de produits, en en sélectionnant 4 au hasard avec des prix moyens et surtout l'impact que ça va avoir sur l'analyse des marchés. Là, on a pris effectivement la pathologie hivernale sur ce début d'année. Et l'enjeu, c'est de se dire, voilà, comment on raisonne ce prix public? Est-ce qu'on le raisonne hors taxe ou TTC? Donc là, on vous a mis 4 produits que certains reconnaîtront, mais sur de la TVA à 2,1, de la TVA à 5,5, 10 et 20. Et c'est vrai que quand on regarde le prix public hors taxe, notamment entre dispositifs et compléments alimentaires, vous pouvez voir d'un côté, on va avoir un dispositif médical qui est hors taxe et moins cher que le complément alimentaire. Par contre, une fois TTC, il arrive quasiment au même prix, alors qu'on avait un plus gros écart sur le raisonnement hors taxe. Donc, ça veut dire aussi que de plus en plus, si on veut s'intéresser à ce que paye le consommateur, il va falloir raisonner en prix public TTC, puisque la TVA aura forcément un impact fort et sur le taux de marge, mais également sur l'impact sur le consommateur. Focus sur les gummies, histoire de mettre un petit peu de fraîcheur et un petit peu de galénique en gomme. Segment toujours fortement dynamique, hein, plus 40% depuis le début de l'année, avec une dynamique un peu plus forte en parapharmacie d'enseigne. Donc, c'est Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan, etc. Donc, une part qui représente 10% de la vente de gummies et 90% en pharma.
fortement poussé principalement par quoi? Par l'arrivée effectivement de plein de nouvelles formes pour des marques existantes. Le sommeil reste le premier segment, suivi du mal de gorge, tonus vitalité. On voit le trouble de l'humeur qui arrive fortement, qui est cinquième et qui est au coude à coude avec les cheveux de tout type. Donc vraiment ce top 5 avec, vous voyez, même perte de poids en gummies qui reste dynamique sur cette année. Alors un petit focus sur le CBD, ça a tendance à détendre mon boss. Moi, ce que j'ai fait, c'est avant l'entretien, du coup, j'ai un petit panier avec du CBD, comme ça, du coup, il peut prendre une ou deux gommes ou un peu de gouttes, comme ça le détend. Un marché sur ce début d'année qui est en croissance, donc qui fait à peu près 6 millions d'euros depuis le début de l'année, très fort en début d'année et plus stable là, sur la deuxième partie. Plus fort croissance en pharmacie qu'en parapharmacie d'enseigne, puisque vous pouvez voir la part de la para passe de 10% à 7%. Et quand on regarde le top 7, le top 5 plutôt des contributeurs à la croissance, on va avoir les laboratoires Granion en premier contributeur à la croissance, suivi de Arnican et Camol, et ensuite Remedeus et Stila pour la contribution à la croissance ce début d'année sur le CBD. Petit point sur la dermo, là aussi, donc, le pic de la semaine 21 qui est poussé aussi par le solaire sur la contribution. C'est vrai que sur ce début de saison, les pharmaciens étaient plutôt inquiets de la baisse du solaire. Alors, du coup, c'est reparti from scratch comme l'année dernière, plus tôt. Même dans la presse, on lit qu'il a rarement fait aussi chaud cette saison. Et pour vous dire, nous, on n'a toujours pas la clim pour être le plus RSE possible. Et je ne vous cache pas qu'il commence à faire chaud dans le bureau. Contribution dynamique de la pharma qui grappille quand même quelques points en proportion par rapport à la parapharmacie, plus 10 sur ces 8 dernières semaines. Et quand on regarde effectivement les contributeurs à la croissance sur le segment de la dermo, la Rosée, premier contributeur devant la Roche-Posay et SVA, CeraVe qui rentre dans le top 5 et Caudalie qui reste dans le top 5 des contributeurs à la croissance. Et quand on l'élargit effectivement au top 10, on a Garantia, qu'on verra tout à l'heure sur le solaire, Uriage, Herborian, Eucérine et Dexéril. Donc un fort emprise de la dermato et des marques qui effectivement ont une communication forte et qui séduisent. Top 3 des promesses sur cette dermato, soin du visage, le soin des cheveux et l'acné pour les plus dynamiques sur ces 8 dernières semaines, avec une inflation, allez, on a envie de dire qu'il fait un palier, mais quand même qui est quasiment à 6 points par rapport à l'année dernière, donc un fort impact de l'inflation qui mange une partie de la croissance et qui va être intéressant de regarder dans une des slides l'évolution du taux de marge sur quelques segments, puisque ça va être les enjeux de cette année, c'est de s'assurer de l'équilibre financier de la pharmacie. Toujours les questions de qu'est-ce qui est le plus rentable et comment on suit cette rentabilité. Donc, on le verra sur les taux de marge. Solaire au sens large du terme, plus 2 par rapport à l'année dernière, avec un équilibre toujours 80-20 entre pharma et parapharmacie. Comme vous pouvez voir, bon, bah, du coup, ça commence là sur ces dernières semaines. Et les contributeurs, c'est surtout aussi ceux qui sont en lancement. Donc, on va avoir La Rosée, SVR, qui sont en forte croissance sur le solaire, des gammes plus récentes. Garantia ensuite, qui fait son lancement, Caudalie, La Roche-Posay. Là, effectivement, certains d'entre eux vont être confrontés aux ruptures. On sait que sur certaines de ces gammes, c'est difficile de faire du réappro. Et donc, les enjeux pour cette saison qui ne fait que commencer, c'est comment je fais en sorte de, dans les partenariats qui sont tissés, être au plus proche possible de mes clients finaux pour s'assurer la meilleure disponibilité possible de ces produits. Et vous le voyez, hein, on n'est pas encore rentré dans le fond de la saison, puisque sur les dernières semaines, on est en décroissance, que ce soit sur la protection solaire, que ce soit sur la préparation, que ce soit sur l'autobrosant ou l'après-solaire. On voit la bonne mine de Patrick, c'est naturel, c'est juste avec justement une science de la gestion du soleil qui fait que du coup, il a cette mine radieuse. Et effectivement, on est dans ces évolutions malgré l'inflation. Donc, c'est vrai que cette deuxième partie de
de lancement de saison sera excessivement intéressante. Et c'est pour terminer, c'est sur cette partie-là, avant d'entrer sur l'hôpital, c'est de regarder l'évolution du taux de marge sur 4 segments au hasard. J'ai laissé ma perte de poids, parce que du coup, celui-là, il est pour moi, c'est mon chouchou. Mais vous voyez, l'hygiène bucco-dentaire, on a un recul du taux de marge. Vraiment, on sent la compétition aussi avec la GMS, qui fait qu'on passe d'un taux de marge de 42 à 39. On a une faible croissance du taux de marge sur le sommeil, qui est aussi poussé par le mix produit, un tout petit gain sur la perte de poids et l'anti-âge qui passe en taux de marge de 35 à 37 aussi, avec de plus en plus de gamme premium, qui fait que la notion de prix est aussi pourvoyeur de marge pour la pharmacie. Patrick, l'hôpital est à toi. Merci David. Alors c'est toujours, chaque fois que je l'entends, j'apprends des nouvelles choses, donc c'est top. Et puis en plus, il nous fait rêver avec le soleil, donc c'est un vrai moment de bonheur. Maintenant, alors on va passer à l'hôpital, parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses à l'hôpital depuis le début de l'année. On a eu un début d'année extrêmement dynamique, avec plus 10% de croissance sur le premier trimestre. Et puis ensuite, comme on l'a pu le constater en ville, un ralentissement en avril et en mai, alors essentiellement lié pour l'hôpital au nombre de jours ouvrés, un jour ouvré en moins en avril et deux jours ouvrés en mai, qui explique donc ce ralentissement. On est en cumul fixe depuis janvier à 8,32 de croissance et à plus de 5%, presque 6% sur le cumul mobile annuel. En ce qui concerne le top 10 des produits hospitaliers depuis le début de l'année, alors ce top 10, ils sont tous en croissance. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. On n'a pas à chercher les produits dans le top 10 qui sont en régression. Non, ils sont tous en croissance, avec pour certains des croissances extrêmement fortes, hein. Notamment quand on regarde la croissance de Keytruda, plus 30%, 176 millions de croissance par rapport à la même période de 2022. On est déjà à 771 millions. Alors, on est en PFHT, bien entendu, mais on voit après que tous les autres produits, Darzalex, Optivo, Clérigue, Imfisi, Ocrevus, tous ont des croissances positives. Donc, un marché hospitalier en très forte dynamique. Quand on regarde maintenant David, voilà, les classes en croissance et en décroissance, donc on voit que le top 5 des classes contributrices à la croissance ont un impact beaucoup plus positif, plus 513 millions par rapport aux 5 classes contributrices à la décroissance, moins 112 millions. Alors, dans les classes qui contribuent à la croissance, donc on a d'abord la L01G, donc les antinéoplasiques anticorps monoclonaux, Keytruda, Darzalex, là, qui bénéficient essentiellement d'extension d'indications. Ensuite, la L01X, les autres antinéoplasiques avec Yescarta, Trodelvy de chez Gilead, les immunoglobulines, où là on a des hausses de volume avec Clérigue, Privigène, les pénicillines à large spectre, puis Péracil, l'association commercialisée à la fois par Viatris et par Fresenius, avec des hausses de volume, et également les autres immunoglobulines, et notamment de CSL Behring avec Isentra, également des hausses de volume. Pour les classes en décroissance, les antinéoplasiques lidomides, donc le Revlimid, c'est des pertes de brevets. Baisse de volume pour les héparines, les anti-TNF, des baisses de prix, baisse de volume pour les solutés et baisse de prix pour les antinéoplasiques antimétabolitiques. Donc voilà en ce qui concerne les classes.
En tout cas, avec David, on a pris un très, très grand plaisir, encore une fois, à vous présenter ces ateliers. J'espère que vous en avez retiré un maximum d'informations. On remercie toutes les équipes du GERS pour nous aider à avoir préparé ces ateliers. Merci à eux et merci à vous pour votre présence. Et à très bientôt. Bonne journée.